Tout le monde ment. Tout le monde ment. Elle, il faut qu'elle te dise tout. Mais par contre, toi, il y a des choses que t'es pas prêt à dire. Bah c'est ça. après, c'est que moi, Est-ce qu'il faut parler en détail de son passé amoureux? Après, tout ce qui est sexuel, je pense que ça dépend. Bah, ça dépend. Si vous avez ce besoin de fouiller dans le téléphone d'autres, Si en plus de ça, c'est des choses qui t'ont traumatisé, est-ce que je suis prêt à tomber sur Il m'a posé la question s'il y avait eu d'autres hommes entre-temps. ce sur quoi je vais tomber? Et quand il l'a su, il était très en colère. Pendant cette période de votre vie pendant laquelle vous avez eu ces difficultés, Il m'avait caché, et je l'ai appris il y a 4 ans, qu'il avait couché avec une de ses meilleures potes que moi je connais hyper bien. Enfin, vous avez choisi de faire de l'escorting. Mais les mots de passe, en fait, là, on touche vraiment à la vie privée. Si jamais c'est vraiment une relation de confiance. Cette lourdeur de votre passé, elle crée une distance en réalité avec lui. On a tous un jardin secret, on a tous une partie de notre intimité qu'on choisit de garder pour nous ou de révéler à l'autre. Et tout l'enjeu d'une relation, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est bon pour moi de communiquer à l'autre et qu'est-ce qu'il est important de garder pour soi. Quand t'entends qu'en amour, faut tout se dire, qu'est-ce que ça t'inspire? En gros, c'est d'être transparent. Si on a des doutes, des craintes. Je trouve que c'est une bonne manière de gérer ses relations, au-delà de l'amour même. ce serait en tout cas une injonction à avoir aucun mensonge peut-être. Oui, pour des choses importantes et si on a un mal-être ou un ressenti qui va pas. Mais des fois, peut-être aussi arriver à lâcher prise. Et on a tous dans cette intimité des choses desquelles on est plus ou moins fier. On a tous dans cette intimité des détails du passé dont l'importance n'a pas forcément d'impact sur la vie présente. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est utile de partager à l'autre, quelles sont les limites et quand est-ce que ça pose problème. On a la croyance qu'en dire beaucoup nous rapproche de l'autre, que de tomber sur une transparence extrême, ça va nous permettre de créer un lien très profond et donc une relation très solide. Et souvent, on pense même que cette transparence absolue, elle nous protège. Elle nous protège parce que le fait de connaître la vie de l'autre, ça va nous permettre de garder un contrôle sur cette relation et nous préserver parfois du risque de souffrir ou du risque de tomber dans des travers qu'on ne contrôle pas. Déjà, quelque chose qu'on peut observer, c'est que c'est pas tant l'absence de transparence qui peut poser problème, mais c'est plus de sentir que l'autre n'est pas à l'aise à communiquer sur certains sujets. C'est pas tant ce qui est attendu de la plupart des gens, c'est pas une transparence absolue, mais c'est de sentir, si on se retrouve dans des situations ou dans des discussions dans lesquelles on sent que l'autre n'est pas à l'aise et dans lesquelles il y a une rétention d'informations de sa part, là, ça va potentiellement poser problème et ça va potentiellement réveiller des insécurités. Mais ces insécurités, elles sont réveillées parce qu'on ressent que l'autre et qu'il ou elle a des choses à cacher. À ceux qui survalorisent la transparence en amour et avec leur partenaire, il faut se demander déjà qu'est-ce que ces besoins absolus de transparence dit de vous. Déjà la question c'est aussi de savoir est-ce qu'on est réellement capable d'être transparent. On sait bien que dans toutes les circonstances de la vie, on est sans cesse en train de porter un masque social. Là, moi, dans cette vidéo, en m'adressant à vous, je porte quelque part un masque social. Je ne suis pas le même quand je m'adresse à vous et quand je parle en vidéo que quand je suis avec des proches, par exemple. Et ça, il faut déjà en être conscient. Tous, dans toutes les situations, on porte un masque social. Et le masque change en fonction des personnes avec lesquelles on échange. Ce masque, il évolue au fur et à mesure de la relation. J'en ai parlé dans la conférence Connectée en début de relation. C'est la capacité à faire fondre ce masque social progressivement avec la personne qui va faire qu'on va être capable de connecter profondément avec l'autre et d'impliquer qu'il y ait une certaine réciprocité qui va se créer avec l'autre parce qu'on va être capable de montrer nos vulnérabilités, on va être capable de révéler des détails de notre passé et ça va renvoyer à l'autre une position dans laquelle il va être à l'aise pour faire de même. Et on va se renvoyer la balle et c'est cette réciprocité qui va permettre de connecter et de rendre la relation singulière. Vous souffrez en amour ou simplement vous êtes confronté à une problématique relationnelle. Vous vivez une histoire qui vous obsède et certaines questions restent en suspens. Pour ça, je peux vous aider. J'ai travaillé sur une plateforme à travers laquelle je vous accompagne pour décortiquer et analyser votre histoire. On avance ensemble pour trouver des solutions jusqu'à sortir de l'impasse. L'accès est offert, le lien se trouve en description. Est-ce que tu as déjà menti à l'autre pour le préserver par exemple, que tu ne jugeais pas nécessaire de lui dire les choses? Oui, parce que c'était une personne extrêmement susceptible. Est-ce que tu te souviens d'une fois où tu as déjà menti? Dans une relation? Oui. Non, je pense pas. Et tu te souviens d'une fois où tu aurais menti en couple? on m'a menti, mais moi j'ai jamais menti en couple, j'ai toujours été sincère. Est-ce que tu as déjà menti en couple? Non, pas vraiment. Est-ce que
tu as déjà menti en couple? Dans une relation, non. Tout le monde ment, et ceux qui vous diront le contraire mentent une fois de plus. Ça, c'est une réalité, mais les gens ne mentent pas dans une logique et dans un but de manipulation volontaire. Les gens mentent très souvent pour se protéger, pour conforter une image d'eux, pour renforcer inconsciemment ce masque social qu'ils construisent et qui contribue à renvoyer l'image que eux ont envie de renvoyer aux autres. Mais voilà, ça c'est une réalité. Il faut déjà comprendre que tout le monde ment, que ce soit des mensonges volontaires ou que ce soit des mensonges par omission. Et plus l'enjeu est important, plus on va être amené à d'une certaine manière mentir. On ment par amour. On ment par amour parce qu'on sait que la portée de nos mots, la portée de nos actes peuvent avoir un impact sur une relation dans laquelle on met potentiellement beaucoup d'enjeux. Donc ça va impliquer plus de mensonges. Finalement, on peut avoir tendance à moins mentir dans des situations qui nous importent peu et dans des situations dans lesquelles on ne met pas beaucoup d'enjeux. Donc on a les mensonges volontaires très directs et on a les mensonges par omission. Mais il y a un type de mensonge encore plus vicieux que le mensonge par omission, c'est ce qu'on appelle le paltering. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de mot équivalent en français, mais en gros, si je rencontre quelqu'un et qu'elle me dit « Est-ce que tu es toujours en contact avec ton ex ?» Et que moi je lui réponds « Ça fait au moins 1 an qu'on s'est pas vu. » Je vais vous rassurer, vous allez être rassuré parce que vous allez intégrer ça comme une réponse à votre question. Sauf que, en vous disant ça, je ne vous ai pas dit que je n'étais plus en contact avec mon ex. Je vous ai donné une vérité qui m'a permis d'éviter la question, et finalement c'est une tromperie par de la vérité. Peut-être que mon ex, effectivement, je ne l'ai pas vu depuis plus d'1 an, mais qu'on est toujours en contact d'une certaine manière, qu'on continue d'échanger des textos ou qu'on continue d'échanger des DM. Donc ça, c'est un type de mensonge qui est finalement très peu évoqué, mais qui est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Je voudrais vous amener aussi à réfléchir à la raison pour laquelle vous êtes transparent avec l'autre. Imaginons que vous soyez une femme et pendant une période de votre vie, vous avez eu des difficultés financières. Pendant cette période de votre vie, pendant laquelle vous avez eu ces difficultés, vous avez choisi de faire de l'escorting. C'était une période compliquée de votre vie, particulièrement sur le plan psychologique. Des années plus tard, vous êtes sorti de cette période de votre vie et vous faites la rencontre d'un homme. Cet homme, vous allez rester plusieurs mois, plusieurs années avec lui, sans en avoir parlé au début. Et il va se passer un moment où vous allez mettre sur la table cette partie de votre passé et vous allez lui expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là et pourquoi vous avez besoin de faire ça. Et ces détails que vous allez lui donner sur votre passé, vous ne les lui donnez pas par besoin absolu de transparence dans le but de connecter avec lui. Non, vous dites ça, vous racontez ces détails parce que vous avez besoin de vous soulager. Parce que cette lourdeur de votre passé, elle crée une distance en réalité avec lui. Elle crée une distance avec lui parce que vous avez pendant des mois, pendant des années, eu besoin de garder ça pour vous. Et le fait de lui révéler ces détails de votre passé, ça va vous permettre de vous enlever un poids. Donc finalement, c'est pas une décision altruiste que de lui partager ces détails de votre passé, mais c'est fait dans le but de vous soulager et dans le but de vous enlever un poids. Et là, je dis pas que ça n'est pas louable, je dis juste qu'il faut le comprendre, que c'est fait pour se soulager, mais je veux vous amener à réfléchir à la façon aussi dont les choses sont dites et à ce que ça implique aussi dans la vision que l'autre va avoir de vous. Et cette vision que l'autre va avoir de vous, elle dépend énormément de la manière dont les choses sont dites. Et par rapport au passé justement, est-ce que tu penses que c'est important de parler en détail de son passé amoureux et si oui, jusqu'à quel point? Si ça fait évoluer la relation, oui. S'il n'y a aucun intérêt à la relation, non. Est-ce qu'il faut parler en détail de son passé amoureux à l'autre? Ah oui, je pense. Donc plus t'en sais et plus pour toi t'es à l'aise dans la relation. Oui, après c'est pas quelque chose dont je vais avoir besoin dès le départ pour connaître la personne, c'est pas le critère. Disons que s'il y a une zone d'ombre dans la vie de la personne que j'ai rencontrée et qui me plaît, et que cette zone d'ombre elle reste cachée et qu'elle cherche à rester cachée, au final ça va plus attiser la curiosité qu'autre chose. Pas toujours. Je pense qu'il y a des choses que j'aimerais même pas savoir. Moi, ce serait rédhibitoire. Ce que j'aime, c'est savoir un peu le type de vie que la personne menait. C'était plutôt du genre à avoir des grandes relations de 5 ans ou plutôt plein d'aventures d'un soir, mais sans connaître forcément le prénom, les détails. Amoureux, je pense oui. Justement pour plus comprendre ce que les autres relations ont bien fait, ont mal fait. Après tout ce qui est sexuel, je pense que ça dépend. Si peut-être il y a pareil des traumas ou des choses comme ça, des actions à ne pas faire, oui. Sinon peut-être c'est du détail superflu. Oui. Parce que c'est bien de savoir ce que tu as vécu. Si en plus de ça, c'est des choses qui t'ont traumatisé, ça peut faire du bien, qui t'ont traumatisé avec un autre partenaire, ça peut faire du bien d'en parler. Et rentrer dans les détails, notamment sexuels, tout ça, vraiment, je pense que ça sert à pas grand-chose. Tu as une attirance passagère pour quelqu'un d'autre que ta partenaire. Est-ce que tu penses
qu'il faut lui en parler, même en y mettant les formes, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu garderais pour toi? Bah ça dépend. Si par exemple c'est juste une fille que tu trouves belle dans la rue, ça sert à rien de lui dire. Si c'est une passante dans la rue, bon, on va pas non plus, parce que ça arrive à tout le monde, de croiser des regards, etc. Même si on peut tout se dire aussi à ce niveau-là, il faut réfléchir avant de le dire, à comment l'amener et à ce que justement ça vienne pas flinguer la relation en cours. Moi comme ça, là je dirais que non, ça va faire plus de mal à l'autre qu'autre chose. Je vais le garder pour moi. Pour moi, il n'a pas de la tromperie, pour moi c'est passager en plus. Si c'est juste quelqu'un qu'on a rencontré une fois, là on a été attiré, mais sans plus, pas forcément. Mais par exemple, si c'est un collègue de travail ou quoi, je trouve que c'est ok de pouvoir en parler et après de prendre les décisions à deux. Par exemple, si c'est au travail, changer de travail, ça peut être aussi drastique que ça. Oui, parce que pareil, je parle de communication, de dire les choses, etc. Donc oui, je ne suis pas censée avoir peur de sa réaction. Et puis de toute façon, ça me stresserait de cacher ça à mon partenaire. Si c'est vraiment très léger, en fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci à le dire parce que c'est un truc qui arrive à tout le monde. Si ça devient plus important, réfléchir à si ça a vraiment de l'impact sur notre relation et si ça dit pas quelque chose de notre relation en soi. Tant qu'il n'y a rien ou que la relation avec la personne qu'on trouve beau ou attirant est caduque, on va dire, il n'y a pas de souci. Une bonne anecdote là-dessus, c'est qu'il m'avait caché, et ça je l'ai appris il y a 4 ans, qu'il avait couché avec une de ses meilleures potes que moi je connais hyper bien, que j'adore et tout. Et je l'ai appris vraiment 6 ans après qu'on ait commencé à sortir ensemble, quoi. C'était vraiment du passé pour lui. C'était eux deux, ils avaient couché ensemble pendant 3 mois, vraiment quand ils étaient à la fac, quoi. Je me rappelle que j'avais pété un câble quand même. En me disant, t'aurais pu me le dire dès le début. Elle, c'est ma pote, c'est ma meilleure pote. Bon, on a eu une petite histoire, mais voilà, c'est fini. Et en fait, il avait pas su le dire dès le début. Et donc, du coup, après, il savait pas comment le remettre sur le tapis, quoi. C'est trop bizarre, on était à un mariage et je sais pas pourquoi il me l'a lâché à ce moment-là. En plus, on était à 4 grammes, évidemment. Donc, du coup, moi, j'étais pas du tout en état, en plus, d'accueillir ce truc. Et il y avait la meuf, en plus, à ce mariage, mais que j'adore. Mais juste, je suis allée la voir et j'étais là, mais putain, toi, pourquoi tu me l'as pas dit? Et elle était en larmes en me disant, mais moi, je sais pas pourquoi lui, il te l'a pas dit. Il y avait un truc en particulier que tu lui as dit et que tu as regretté, ou c'était le fait de t'être livré de manière... Oui, ça a complètement chamboulé notre relation. On peut savoir c'était quoi en particulier ou... Ouais, alors lui, il m'a quitté au bout de 7 mois. Il est revenu après 3 mois en me disant en fait j'ai fait une grave erreur. Il m'a posé la question s'il y avait eu d'autres hommes entre-temps. Moi, j'étais complètement bouleversée, je me sentais complètement rejetée. Donc oui, il y a eu d'autres hommes, mais c'était pas pour construire quelque chose de sérieux. Et quand il l'a su, il était très en colère. Quand tu commences à t'engager avec une femme, est-ce que tu préfères qu'on te dise tout, qu'elle soit totalement transparente avec toi le plus possible, ou alors tu préfères d'une certaine manière être un peu préservé? Je préfère qu'elle me dise tout. Je préférais parce qu'au moins je sais à quoi m'attendre. Et en parlant de transparence, est-ce que toi, totalement transparent, ou alors est-ce qu'il y a des sujets que tu préfères garder pour toi? Il y a des sujets que je préfère garder pour moi quand même. Donc elle, il faut qu'elle te dise tout, mais par contre, toi, il y a des choses que t'es pas prêt à dire. C'est ça? Après, c'est que moi je juge qu'il y a des sujets qui sont pas importants à dire. Il me met dans l'embarras, lui. Et il y a des choses qui n'ont aucun intérêt pour la relation. Et ça, en réalité, c'est un comportement égoïste. Si on raisonne en se disant « je fais les choses avant tout dans l'intérêt de la relation », on pèse ce genre de mots et on pèse ce genre de discours. Et on ne déballe pas des détails de ça. Je vais vous donner un autre exemple de l'impact que peuvent avoir des révélations très directes avec un partenaire. Imaginons que vous rencontrez un homme et que dans les débuts de relation, il se met à vous donner des détails très précis sur les fantasmes de son ex, les positions, leurs positions préférées à eux deux, sur ce que son ex a fait dans telle ou telle situation, gens qui vont bloquer plus facilement sur le passé amoureux ou sexuel de leur partenaire. Il y a des gens dont les insécurités vont être plus réveillées par le passé amoureux de leur partenaire que par de potentiels rivaux autour d'eux ou autour de leur partenaire. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Notre sensibilité, elle est vécue différemment d'un individu à un autre. Et la grande différence, c'est que dans une jalousie classique, on projette quelque chose qui n'a pas encore existé et qui réveille potentiellement des insécurités chez nous. Dans de la jalousie rétroactive, on est jaloux de choses qui ont réellement existé. Et ça, c'est la grande différence. Il faut considérer que si soit on n'a pas de jalousie rétroactive particulière, notre partenaire n'a peut-être pas la même vision des choses que nous. Partager ses mots de passe en couple. Je peux comprendre l'idée, mais moi j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui me tente de le faire parce que je trouve que c'est vraiment important pour moi que chacun ait sa vie privée. Moi je dirais non pour les mots de passe. Par contre, si elle veut voir quoi que ce soit, il n'y a aucune raison de le cacher. Mais les mots de passe, en fait, là on touche vraiment à la vie privée et je veux dire à une question aussi de sécurité. Non, ça pour moi c'est un gros red flag, c'est que du contrôle. Ça peut être dangereux si la personne est trop jalouse, mais ça peut être aussi dangereux financièrement parlant. Ça doit pas être quelque chose qui se fait un peu sous la contrainte. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Je suis très ouverte, même le code de téléphone, je le streamer, je sais pas, je pense que ça dépend des gens. Je donne pas mes mots de passe. J'ai rien à cacher, mais de toute façon, c'est pareil, c'est la confiance. S'il a confiance en moi, il n'a pas besoin de mes mots de passe. Ça dépend des gens, moi ça me dérange pas. Moi je sais que dans ma relation actuelle, elle connaît mon code, moi je connais le sien, mais après on se fouille pas dans le téléphone. Du coup, Enfin, il n'y a pas tellement d'opposition, à partir du moment où on se fait confiance dessus. Par contre, effectivement, je serais vraiment très mal à l'aise à l'idée que quelqu'un regarde dans mon téléphone. Le téléphone, c'est compliqué parce qu'encore une fois, ça va dépendre d'un individu à un autre. Il y a des gens qui trouvent ça totalement normal de laisser leur téléphone dans les mains de leur partenaire, et d'autres, même s'ils n'ont rien de particulier à se reprocher, vivent ça comme une intrusion. C'est le principe que l'autre ait accès à toute son intimité, parce qu'aujourd'hui notre téléphone c'est toute notre intimité, on a tout sur notre téléphone, et cette grande différence de vision des choses, elle peut poser des problèmes dans certains couples qui n'ont pas du tout cette même vision. Le problème encore une fois du téléphone, c'est que c'est vraiment tout ou rien. Soit le fait de laisser l'accès à son téléphone, c'est laisser l'accès à toute une intimité passée et présente, parce que dans son téléphone il peut arriver qu'on ait encore des détails de notre passé, et ne pas souhaiter que l'autre ait accès à son téléphone, ça peut être perçu comme l'autre me cache. Déjà la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de regarder dans le téléphone de l'autre, ou encore pire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de fouiller dans le téléphone de l'autre. Si vous avez ce besoin de fouiller dans le téléphone de l'autre, déjà posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à tomber sur ce sur quoi je vais tomber, même si l'autre n'est pas dans l'erreur, n'est pas dans la faute. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir des détails, il peut y avoir des photos qui n'ont pas été triées, qui vont vous bouleverser et sur lesquelles vous allez potentiellement regretter d'être tombé. Il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est que parfois les plus jaloux sont ceux qui eux-mêmes ont le plus de choses à se reprocher. Finalement, certaines personnes, le reflet de leur vision de la fidélité, de leur morale à eux, de leur rapport aux autres hommes et femmes, et ils viennent projeter sur l'autre, par leur crise de jalousie, la peur d'un comportement que eux-mêmes peuvent avoir. C'est l'exemple du type très très jaloux, très très possessif, mais qui derrière n'a aucun mal à aller coucher à droite à gauche avec d'autres femmes. Toujours considérer la personne qu'on a en face de soi, sa sensibilité, comprendre qu'elle ne fonctionne pas forcément comme les partenaires qu'on a eus avant, et d'adapter sa transparence en permanence sur le fond et sur la forme, de manière à construire une relation qui soit saine sur le long terme.